Bonjour. Ma femme a ouvert ma propre porte avec un autre homme à son bras. Elle a souri comme si elle me présentait un nouveau grille-pain. Et elle a lâché, tranquille. Voilà mon futur mari. Sur le moment, j'ai cru à une mauvaise blague. 5 minutes plus tard, j'ai compris que ma vie venait de changer de propriétaire. Sauf que l'appartement, lui, était à mon nom. Je m'appelle Adrien. J'avais 38 ans. Un crédit IMMO sur 20 ans. Une mutuelle trop chère. Une machine à café italienne dont je prenais plus soin que de moi-même. Et une femme. Enfin, ce que je croyais être une femme. Prénommée Camille. 9 ans ensemble. 7 ans de mariage. Un de ces couples parisiens qui ont l'air solides sur Instagram et fatigués dans la cuisine. On vivait à Vincennes, dans un 3 pièces acheté juste avant que les taux deviennent un sport de combat. Moi, je bossais dans la logistique pour une boîte qui aimait beaucoup les mots agilité et optimisation, ce qui signifiait surtout que 3 personnes faisaient le travail de 6. Je partais tôt, je rentrais tard, je gérais les urgences, les fournisseurs, les tableaux Excel qui sentirent la sueur, et malgré ça, je gagnais correctement ma vie, 4 800 € par mois. Ce n'était pas le jackpot de Dubaï, mais ce n'était pas non plus la quête du repas chaud au secours populaire. Sauf que pour Camille, depuis quelques mois, j'étais devenu un homme qui stagne. Elle utilisait ce mot avec ce ton délicat qu'on réserve d'habitude aux yaourts périmés. Adrien, il faut que tu te bouges. Adrien, regarde Thomas. Lui, il a évolué. Adrien, on ne peut pas rester comme ça. Le comme ça voulait dire quoi? Exactement. Un appartement propre, des vacances à la Baule l'été, des restos le vendredi, une voiture qu'on utilisait peu, parce qu'à Paris, posséder une voiture, c'est surtout payer pour souffrir, et un compte joint qui ne débordait pas, certes, mais qui respirait encore. Le problème, c'est que 6 mois plus tôt, mon père avait fait un AVC à Lyon. Pas le genre de petit incident qu'on classe dans un dossier. Non, le gros événement qui vous change la colonne vertébrale. Ma mère était morte depuis longtemps. Alors j'avais pris beaucoup en charge. Les allers-retours en TER, les rendez-vous avec le neurologue, la paperasse avec la caisse de retraite, les appels avec la banque, les échanges absurdes avec l'assurance, les formulaires qu'on remplit pour prouver qu'un homme malade est bien malade. J'avais puisé dans mes économies, aidé à adapter son appartement, payé un auxiliaire de vie au début, le temps que les aides se mettent en place. Bref, je tenais la maison, le boulot et les urgences familiales avec du café, du Doliprane et un humour sec, ce qui est très français, très peu remboursé par la sécurité sociale. Camille savait tout, évidemment. Elle me regardait courir partout avec cette expression de DRH qui s'apprête à annoncer une réorganisation. Au début, elle disait « Je comprends ». Puis elle a remplacé « Je comprends » par « Tu dois penser à nous ». Ensuite, elle a supprimé le « nous ». Tu dois gagner plus. Là, j'ai commencé à comprendre qu'on n'était plus dans une crise, mais dans un audit. Un mardi soir, je suis rentré à 22h15. J'avais encore l'odeur du RER. Ah, sur le manteau, un mélange de frein, de fatigue et de parfum trop ambitieux. Camille était assise au comptoir de la cuisine avec son téléphone. On avait ce silence de fin de journée qui annonce soit une dispute, soit un devis de plombier. Elle a levé les yeux et a dit « J'ai appelé un courtier pour voir si on pouvait investir dans un deuxième bien, mais honnêtement, avec ce que tu gagnes, c'est ridicule. » J'ai posé mes clés, j'ai sorti une bouteille d'eau, j'ai bu une gorgée, juste pour éviter de répondre trop vite. Ridicule. Carrément. Oui, ridicule. Adrien, à presque 40 ans, tu devrais être ailleurs. Ailleurs où, exactement, sur un yacht, à Neuilly, dans un TED Talk. Elle a soupiré comme si j'étais l'élément faible d'un projet mal ficelé. Tu te moques, mais moi, je veux une vraie vie. J'ai ri. Pas fort. Juste assez pour me protéger. On a une vraie vie, Camille. Ce que tu veux, c'est une vitrine. Elle s'est levée. Elle a pris son verre de vin. Elle s'est plantée devant moi. Tu as 3 mois. Trouve mieux. Gagne plus. Ou je pars. J'aurais dû hurler. Casser quelque chose. Faire une scène de cinéma. À la place,
J'ai regardé la crédence neuve qu'on avait choisie ensemble chez le roi Merlin, et j'ai répondu « Tu me menaces avec une fiche de poste, c'est original. » Elle a haussé les épaules. « Appelle ça comme tu veux. » Puis elle est allée se coucher. Moi j'ai dormi sur le canapé. Pas par drame, par lucidité. Quand quelqu'un commence à vous parler comme à un abonnement qu'on résilie, il faut arrêter de faire semblant. Les semaines suivantes, elle a changé. Ou plutôt, elle a arrêté de se cacher. Téléphone retourné sur la table. Message WhatsApp à des heures absurdes. Sortie avec les filles, alors qu'aucune de ses amies n'avait cette odeur de parfum masculin boisé. Nouveau tailleur, nouveau rouge à lèvres, nouveau rire, celui qu'elle gardait autrefois pour moi. Elle se mettait du parfum, même pour aller chercher du pain. À ce niveau-là, ce n'est plus de la coquetterie, c'est un communiqué de presse. J'ai remarqué aussi qu'elle se remettait à parler de son ex-boss, de ses contacts, des gens qui ont réussi. Toujours ce même petit monde de LinkedIn en costume slim. Je n'ai rien dit. J'observais. J'encaissais. Je faisais mes virements, mes courses, mes trajets. Et un soir, en rentrant plus tôt que prévu parce qu'une réunion avait sauté, j'ai vu sur la table du salon un ticket de caisse d'un hôtel à Issy-les-Moulineaux. 2 cocktails. Une assiette à partager, chambre réglée l'après-midi. Camille n'était pas là. Bien sûr, il y avait juste le silence et mon reflet dans la baie vitrée. Un homme propre, fatigué, pas du tout surpris. C'est ça le pire. Quand la vérité arrive, elle s'assoit souvent à une place déjà libre. J'ai glissé le ticket dans ma poche. J'ai regardé autour de moi. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai plus ressenti ni honte, ni colère. Juste une sorte de calme glacial. Celui qui vous prend avant les décisions irréversibles. Parce que ce soir-là, en entendant la clé tourner dans la serrure 1 heure plus tard, j'ai compris une chose très simple. Camille ne préparait pas un départ. Elle préparait une humiliation. Et moi, j'avais horreur qu'on se trompe d'homme. Le lendemain, je n'ai rien dit. J'ai fait ce que font les gens, calmes, quand ils sont au bord du précipice. J'ai préparé du café, répondu à 3 mails urgents, validé un bon de commande. Puis j'ai pris rendez-vous avec un notaire et appelé ma banque. Parce qu'en France, quand votre mariage commence à sentir le mensonge haut de gamme, le romantisme ne sert plus à rien. Seul l'administratif garde un certain panache. L'appartement avait été acheté avant notre mariage, avec mon apport, mon crédit, mon nom sur chaque ligne utile. Camille y vivait, bien sûr, mais juridiquement, ce n'était pas exactement Versailles, en indivision. C'était chez moi. Nuance peu poétique, très rassurante. Le notaire, un homme sec de Levallois avec une voix de papier de verre, m'a parlé régime matrimonial, preuve, prudence, et surtout, il m'a conseillé de ne rien annoncer trop tôt. Les gens honnêtes pensent que la vérité protège, monsieur Delmas. En pratique, elle prévient surtout les gens malhonnêtes. J'ai apprécié l'élégance glaciale de la formule. Elle ressemblait à mon humeur. Au bureau, j'étais en pilote automatique. Mon équipe parlait d'un retard transport à Anvers. Moi, je pensais au ticket d'hôtel dans la poche intérieure de ma veste. J'ai failli rire en entendant ma collègue dire « Il faut anticiper le risque fournisseur ». Les métaphores se servaient toutes seules. Vers midi, Camille m'a envoyé un message. On dîne ensemble ce soir, il faut qu'on parle. Ce « il faut qu'on parle » avait la délicatesse d'un avis d'expulsion. J'ai répondu « Bien sûr », avec le genre de politesse qu'on réserve aux gens qu'on ne respecte plus. Le soir, elle avait mis une robe noire, simple, celle qu'elle portait quand elle voulait avoir l'air raisonnable, tout en préparant une exécution. Elle a servi des pâtes fraîches, comme on dresse un décor, puis elle s'est assise en face de moi et a posé ses mains sur la table. « Adrien, je ne suis plus heureuse. » J'ai hoché la tête. C'est fou, j'avais senti une légère ambiance. Elle a ignoré. J'ai besoin de quelqu'un qui ait de l'ambition. Je travaille 60 heures par semaine. Ce n'est pas pareil. Ah, donc ce n'est pas le travail. C'est le prestige. Pardon, j'oubliais la religion. Elle a serré les mâchoires. Tu fais toujours ça. Tu te moques. Tu minimises. Non, Camille, j'étiquette correctement. Elle a alors pris cette respiration théâtrale
qu'elle prenait avant d'annoncer une décision déjà prise depuis longtemps. J'ai rencontré quelqu'un. Je l'ai regardé sans ciller. J'espère. Sinon l'hôtel d'ici faisait aussi garderie. Son visage a blanchi une demi-seconde. Pas plus. Elle a compris que je savais. Et au lieu d'avoir honte, elle a eu ce réflexe magnifique des gens médiocres. L'arrogance. Au moins lui, il a une vision. J'ai reposé ma fourchette. Et toi, manifestement, tu as une réservation. Elle m'a décrit cet homme comme on présente une opportunité d'investissement. Il s'appelait Romain, 42 ans, conseil en stratégie, voiture allemande, appartement à Boulogne, montre discrètement obscène, le kit complet du type qui parle de performance même en commandant un café allongé. Elle me parlait de lui pour m'écraser, mais chaque détail me confirmait autre chose. Camille n'était pas amoureuse. Elle était en train de candidater à une classe sociale fantasmée. Ça n'excusait rien, mais ça clarifiait tout. Je lui ai simplement demandé « Et tu comptes faire quoi ?» Elle a répondu « Partir, évidemment, mais pas n'importe comment. » Cette phrase m'a fait lever les yeux. Il y avait mieux. Pas n'importe comment. Donc, j'ai besoin d'un peu de temps, a-t-elle ajouté, pour m'organiser. Traduire. Profiter encore du confort pendant qu'elle préparait sa sortie avec chauffeur. J'ai souri. Prends ton temps. Surtout, on n'est plus à une élégance près. Les jours suivants, j'ai joué un rôle qui m'a surpris moi-même, celui du mari un peu fatigué, vaguement résigné, assez docile pour être sous-estimé. Pendant ce temps, j'avançais. J'ai séparé discrètement certains comptes, sécurisé mes documents, changé les accès essentiels, fait constater la propriété, déplacé des pièces personnelles chez mon père à Lyon. Et surtout, j'ai commencé à regarder Camille comme une étrangère, en location courte durée. C'était plus simple, plus propre, moins douloureux. Un samedi, je suis passé chez sa sœur, Élise, à Montreuil, officiellement pour lui rapporter un plat que Camille lui avait prêté depuis des mois. Officieusement, parce qu'Élise m'avait laissé un message étrange. Il faut qu'on parle sans elle. Élise et moi n'avions jamais été très proches. On s'appréciait comme deux personnes intelligentes coincées dans le même repas de famille. Elle bossait dans le social, pas du tout le genre à vendre son âme pour un canapé italien. Quand elle m'a ouvert, en jogging, cheveux attachés, tasse de thé à la main, elle m'a regardé 2 secondes avant de dire « Tu as une sale tête, mais j'imagine que ma sœur fait de son mieux. » J'ai haussé un sourcil. « Tu sais, je sais assez pour avoir honte du même ADN. » Elle m'a alors montré, sur son téléphone, une photo publiée en story privée, puis supprimée. Camille, dans un resto chic, la main de Romain sur la sienne. Légende, les hommes savent ou ne savent pas. J'ai soufflé du nez. Subtil. Élise a repris. Adrien, fais attention. Camille ne veut pas juste te quitter. Elle veut te faire passer pour le problème. Là, pour la première fois, quelque chose a vraiment bougé en moi. Pas la tristesse. Elle était déjà rangée. Non, autre chose. La précision. Je voyais enfin la mécanique complète. Ce n'était pas une histoire d'infidélité banale. C'était une mise en scène. Et visiblement, le grand final approchait. Parce que le mardi suivant, à 19h12, Camille m'a envoyé un simple message. « Ne rentre pas trop tard ce soir. J'aimerais te présenter quelqu'un. » Et j'ai compris qu'elle allait oser le niveau supérieur. Chez moi, derrière ma propre porte, avec ses talons et son mépris. Elle allait tenter le spectacle. Sauf qu'elle ignorait encore un détail. J'avais déjà décidé comment il se terminerait. Je suis rentré plus tôt que prévu. Pas par nervosité, par discipline. Quand on sait qu'on va assister à une tentative d'humiliation publique, mieux vaut arriver avant les figurants. Il était un peu plus de 18h30. La lumière tombait sur les immeubles de Vincennes, avec cette mollesse parisienne qui donne un air chic même aux mauvaises journées. J'ai posé mon ordinateur, retiré ma veste, nourri le chat du voisin que nous gardions pour le week-end, parce que même les drames conjugaux n'empêchent pas les petites corvées absurdes. Puis j'ai vérifié 2 ou 3 détails. Les papiers rangés dans la pochette bleue, le changement de code déjà effectué, les mails transférés à mon adresse perso, et surtout la copie du message de Camille. J'aimerais te présenter quelqu'un. J'aimais beaucoup cette formule.
Elle avait le parfum des gens qui confondent insolence et victoire. Vers 19h40, j'ai entendu des pas sur le palier. Un rire masculin, puis la clé dans la serrure. Camille est entrée la première. Manteau beige, rouge à lèvres, impeccable, sourire de vitrine. Derrière elle, il y avait Romain, plus grand que je l'imaginais, très propre sur lui, veste bleu marine. Chaussures qui avaient manifestement plus de repos que moi, le genre d'homme qu'on devine capable de dire « on se cale » sans mourir de honte. Camille m'a vu dans l'entrée. Elle a marqué une seconde d'arrêt, puis, comprenant qu'il était trop tard pour reculer, elle a choisi la fuite en avant. « Ah, tu es là !» J'ai regardé l'horloge. « Oui, c'est assez fréquent. J'habite ici. » Romain a tenté un sourire diplomatique, celui du cadre supérieur qui pense pouvoir gérer n'importe quel conflit avec un ton posé. Camille s'est avancée d'un pas et a lancé, comme si elle annonçait une décision de conseil d'administration, « Adrien, je te présente Romain, mon futur mari. Toi, il faut que tu t'en ailles. » Il y a des phrases qui vous brisent, et puis il y a celles qui vous réveillent. Celle-là m'a donné une netteté presque agréable. J'ai regardé Romain, puis Camille, puis la porte encore ouverte derrière eux. Pardon, je veux être sûr d'avoir bien entendu. Dans l'appartement que j'ai acheté, payé, entretenu, pendant que madame faisait ses castings de vie meilleure. Vous venez m'expliquer que je dois partir. Camille a croisé les bras. Ne fais pas de scène. Tu amènes ton amant chez moi en me demandant de dégager, et je suis censé viser la retenue d'un moine tibétain. Romain a enfin parlé, voix calme, maîtrisée. Adrien, je pense qu'on peut discuter entre adultes. J'ai souri. Sincèrement. Excellente idée. Commençons par un point simple. Qu'est-ce que vous faites dans mon entrée ? Il a essayé la posture rationnelle. Ces hommes-là adorent le rationnel quand ils sont en tort. Camille m'a dit que votre situation était devenue invivable. Camille vous a dit beaucoup de choses, visiblement. Essayez celles qui sont vraies un jour, pour varier. Elle s'est agacée. Arrête ton numéro, Adrien. Tu ne comprends pas que c'est terminé. Si, Camille, c'est terminé. Ce que toi tu ne comprends pas, c'est que terminé ne veut pas dire que tu réécris le cadastre. J'ai ouvert la porte en grand. Geste net, sans élever la voix. Maintenant, vous sortez. Romain a regardé Camille, comme si la scène n'était pas prévue dans son joli package. Il avait probablement imaginé un mari abattu, pas un propriétaire réveillé. Camille, elle, a tenté sa dernière carte, le mépris. Tu es pathétique. J'ai incliné la tête. Et toi, tu confonds encore une fois le théâtre et la loi. Puis j'ai ajouté, en fixant Romain, vous partez maintenant, ou j'appelle la police pour intrusion. Et croyez-moi, expliquer à des agents qu'on vous a invité chez le propriétaire pour l'expulser, ça manque un peu d'élégance. Cette fois, Romain a reculé. Pas beaucoup, juste assez pour comprendre qu'il n'était pas dans une série. Mais dans la vraie vie, celle où les murs ont un nom sur l'acte de vente, il a murmuré à Camille. On y va. Elle a tourné vers lui un regard furieux, comme si elle lui reprochait soudain de ne pas être plus héroïque. C'était magnifique. 2 secondes plus tôt, c'était son futur mari. Maintenant, c'était surtout un homme qui cherchait sa sortie. Elle s'est rapprochée de moi. Tu vas regretter de me parler comme ça. Non, Camille. Ça fait des mois que je regrette surtout de t'avoir laissé croire que tu pouvais tout te permettre. Elle a tenté de me pousser de l'épaule pour passer. Très mauvaise idée. J'ai simplement bougé d'un demi-pas. Assez pour lui barrer l'accès. Tu prends un sac, 2 si tu veux. Le reste, ce sera avec un rendez-vous, pas en défilé nuptial improvisé. Romain était déjà sur le palier. Moi j'ai tenu la porte. Et pendant quelques secondes, le silence a été presque comique. On entendait juste l'ascenseur qui montait et quelqu'un qui toussait chez les voisins. Paris adore offrir des bruitages médiocres aux grands effondrements. Finalement, Camille a attrapé son sac à main, son ordinateur, une trousse de maquillage. Puis elle m'a lancé. « Tu vas finir seul. » J'ai répondu « Possible, mais au moins pas mal accompagné. » Elle est sortie sans répondre. Les talons secs, le dos raide, cette manière qu'elle avait de vouloir ressembler à quelqu'un qui part par choix alors qu'on vient de lui montrer la porte, je les ai regardés s'éloigner dans le couloir. Elle devant, lui derrière,
Déjà un peu moins sûr de son investissement, puis j'ai refermé, doucement, sans claquer, parce qu'il y a des victoires qui n'ont pas besoin de bruit. J'aurais pu m'effondrer, boire, appeler quelqu'un. Au lieu de ça, j'ai rangé les 2 verres qu'elle avait sortis, j'ai aéré le salon, et j'ai commandé un couscous. Parce que, après 9 ans de mariage et une tentative d'expulsion ratée, on mérite au moins des légumes bien cuits et une semoule correcte. C'est pendant que j'attendais le livreur que mon téléphone a vibré. Message d'un numéro inconnu. Bonsoir Adrien. Ici, Maître Bessières. Conseil de Camille. Ma cliente m'informe que vous l'avez mise à la porte brutalement. J'ai relu le message 2 fois. Puis j'ai ri. Franchement, cette fois, elle n'avait pas perdu 1 minute. Seulement moi non plus. Parce que, au même instant, quelqu'un a sonné à ma porte une 2e fois. Et quand j'ai ouvert, ce n'était ni Camille, ni son avocat. C'était Élise, sa sœur, avec une petite valise, un visage fermé, et une phrase qui allait compliquer les choses, bien plus que l'infidélité elle-même. Il faut que tu me laisses entrer, Adrien. Ma sœur vient de faire quelque chose de beaucoup plus grave que tromper son mari. J'ai laissé Élise entrer sans discuter. Elle avait cette tête des gens qui ont cessé d'être surpris par leur propre famille. Elle a posé sa petite valise près du meuble à chaussures et m'a dit « Ferme la porte, coupe ton téléphone et écoute-moi jusqu'au bout. » Dans le genre ambiance légère, on avait connu mieux. Je l'ai menée à la cuisine. Je lui ai servi un verre d'eau. Elle n'y a même pas touché. Camille ne voulait pas seulement te quitter. Elle voulait te salir. Elle raconte depuis des semaines que tu caches de l'argent, que tu l'as contrôlée, que tu l'as humiliée et que tu allais essayer de la jeter à la rue pour garder l'appartement. J'ai levé un sourcil. Elle a toujours eu le goût du roman. Je ne savais pas qu'elle préparait aussi le dossier de presse. Élise n'a pas souri. Je suis sérieuse, Adrien. Elle a montré à Romain des captures d'écran sorties de leur contexte. Elle lui a dit que tu étais instable. Et elle a même parlé de demander des mesures en urgence si ça tournait mal. Là, j'ai senti ce calme froid revenir, celui qui vous tient droit quand la colère serait une perte de temps. Et tu me racontes ça maintenant parce que j'ai trouvé pire. Elle a sorti son téléphone, ouvert un dossier, puis me l'a tendu. Il y avait des photos de mes relevés imprimés, de mon tableau d'amortissement, de documents bancaires que je gardais dans le tiroir du bureau, et même une photo de l'acte d'achat de l'appartement. Camille m'a demandé si je connaissais un avocat agressif. Elle voulait prouver que tu organisais ton insolvabilité, sauf qu'elle n'a rien trouvé. Alors elle a décidé de fabriquer une version plus vendable. Je me suis adossé au plan de travail. Donc, si je résume, elle me trompe. Elle amène son amant chez moi. Elle tente de me virer. Et en bonus, elle prépare une petite fiction juridique. Élise a enfin bu une gorgée. Oui, et je pense que Romain ne sait pas tout. Lui croit encore qu'elle quitte un mari médiocre. Pas qu'elle monte un dossier bancal. Je lui ai demandé pourquoi elle m'aidait. La vraie raison. Pas la version polie. Elle a pris 2 secondes avant de répondre. Parce que j'ai passé ma vie à voir ma sœur manipuler tout le monde. Et que cette fois, elle est allée trop loin. Et aussi parce que toi, malgré ton humour de type en fin de batterie, tu as toujours été correct avec moi. J'ai soufflé du nez. C'était presque touchant, à la française. Donc, à peine formulé, on a passé 2 heures à tout remettre dans l'ordre. J'ai envoyé les éléments à mon notaire. À un avocat recommandé par un collègue. J'ai sauvegardé chaque message, chaque date, chaque preuve. Et plus on avançait, plus une chose devenait claire. Camille avait voulu prendre de vitesse un homme épuisé. Elle allait tomber sur un homme méthodique, ce qui est infiniment moins pratique. Vers minuit, Élise a reçu un appel de sa mère, qu'elle a ignoré, puis un message de Camille. « Tu es où ?» Puis un autre. « Ne te mêle pas de ça. » Élise a posé le téléphone, face contre table. Quand elle écrit comme ça, c'est qu'elle a peur. J'ai répondu. Ça lui fera une expérience nouvelle. Elle a eu un vrai sourire. Bref, rare, presque élégant. Et c'est là que j'ai remarqué qu'en 9 ans, je n'avais jamais vraiment regardé Élise autrement que comme la sœur plus discrète, celle qui arrivait en retard au déjeuner de famille et repartait tôt pour éviter la comédie. Cette nuit-là, dans ma cuisine, en pull gris, les cheveux mal attachés et les yeux parfaitement lucides,
Elle était la seule personne honnête que j'avais en face de moi depuis des mois. Le lendemain matin, tout a accéléré. Mon avocat m'a rappelé. Très clair, très sec, très utile. Il m'a dit de ne plus répondre directement à Camille, de centraliser, de documenter, d'attendre. Puis il a ajouté. Vu les éléments, elle bluffe beaucoup, mais ne la sous-estimez pas. Excellent conseil. C'était justement ce que je ne faisais plus. À 10h14, Camille m'a envoyé un mail. Pas un message, un mail. Preuve qu'elle voulait se donner un ton officiel. Elle exigeait de venir récupérer ses affaires. Parler de domicile conjugal. Et glissait au passage que certains comportements de ma part pourraient être interprétés défavorablement. J'ai transmis sans répondre. Puis je me suis tourné vers Élise, qui lisait ça au-dessus de ma tasse de café. Elle a murmuré « Elle panique ». J'ai demandé « À cause de moi ou à cause de lui ?» Élise a relevé les yeux. Romain vient de découvrir qu'elle lui a menti sur plusieurs choses. Et il ne supporte pas qu'on abîme sa réputation. J'ai presque ri. Bien sûr, Monsieur Stratégie ne craignait pas l'adultère. Seulement le mauvais branding. Le plus ironique, c'est que ce n'était encore que le début. Parce que le soir même, quelqu'un a glissé une enveloppe sous ma porte. Sans timbre, sans nom. À l'intérieur, il y avait 3 photos imprimées de Camille avec Romain, et une 4e que je n'avais pas prévue. Camille devant un café de Boulogne, en train d'embrasser un 3e homme, et au dos, une simple phrase « Vous n'êtes que 2 à ne pas encore avoir compris ». La 4e photo a eu sur moi un effet presque reposant. À force de découvrir le fond du personnage, on finit par apprécier la cohérence. Camille ne trompait pas seulement son mari, elle trompait aussi son remplaçant, et probablement son propre miroir. J'ai montré la photo à Élise, elle a fermé les yeux une seconde, puis a dit « Ça, c'est Laurent, un ancien client avec qui elle traînait déjà l'an dernier. » J'ai hoché la tête. Magnifique. Donc Romain était la montée en gamme, et Laurent le plan de secours. Ta sœur gère sa vie sentimentale, comme un portefeuille d'actifs toxiques. Cette fois, Élise a ri. Un rire bref, fatigué, mais sincère. Et curieusement, c'est là que quelque chose a commencé entre nous. Rien de théâtral, rien de déplacé. Juste 2 adultes au milieu d'un champ de ruines, qui se parlaient sans mentir. Dans les semaines qui ont suivi, tout s'est écroulé très vite pour Camille. Mon avocat a démonté ses menaces en 2 courriers. Le notaire a confirmé noir sur blanc que l'appartement m'appartenait. Romain a disparu du paysage dès qu'il a compris qu'il n'était pas le héros d'une femme malheureuse, mais un figurant dans un concours d'ambition. Et Laurent, d'après ce que j'ai appris plus tard, était marié, ce qui donnait au tableau une élégance franchement administrative. Camille a bien tenté de revenir récupérer l'avantage. Message froid, puis blessé, puis larmoyant. Le triptyque classique. Je n'ai répondu qu'une fois, par écrit, sobrement, pour organiser la récupération de ses affaires, avec témoins, horaires, carton, aucune improvisation. Elle est venue un samedi, sans maquillage, sans arrogance, avec cette mine des gens qui découvrent que la réalité n'a aucun respect pour leur scénario. Elle m'a à peine regardé. Élise était là aussi, silencieuse, droite, et j'ai vu ce jour-là que la rupture entre les 2 sœurs était déjà consommée. Pas en cris, en vérité, ce qui est beaucoup plus définitif. Après ça, le temps a fait son travail. Cette vieille machine discrète qu'on sous-estime toujours. J'ai changé de poste 8 mois plus tard. Mieux payé, moins absurde. J'ai recommencé à dormir correctement, à rire sans effort, à boire mon café sans avoir l'impression de partager la cuisine avec une avocate du mépris. Et surtout, Élise est restée, d'abord pour m'aider sur 2 ou 3 démarches, puis pour dîner, puis pour rien. Ce qui est encore la meilleure raison. On a pris notre temps, parce qu'on n'était plus des adolescents, ni des imbéciles. On connaissait le prix des emballements. Alors, on a construit quelque chose de calme, de solide, avec des courses du dimanche, des trains pour Lyon voir mon père, des soirées banales, donc précieuses. 2 ans plus tard, elle a emménagé chez moi, enfin, chez nous, et un matin, en la voyant préparer du café dans ma cuisine avec son vieux pull bordeaux et son air concentré, j'ai pensé que la vie avait parfois un sens de l'humour assez pointu pour mériter le respect. Puis,
Un soir de novembre, la sonnette a retenti. J'ai ouvert, et j'ai trouvé Camille sur le palier. Plus mince, plus terne, le genre d'élégance qui a perdu ses sponsors. Elle a commencé par dire mon prénom, comme on teste une porte restée entr'ouverte. « Adrien, je voulais te parler. Je sais que je t'ai fait du mal. J'ai compris beaucoup de choses. Je voulais m'excuser. » Je l'ai regardée quelques secondes. Pas par cruauté, par distance. Il n'y avait plus rien à régler, plus rien à sauver. Juste une femme devant une porte qu'elle avait elle-même quittée avec superbe. Et avant que je réponde, j'ai entendu des pas derrière moi. Élise est arrivée dans l'entrée. Elle portait ma chemise de maison, les cheveux relevés à la va-vite. Elle a vu sa sœur, s'est arrêtée, puis avec un calme presque parfait, elle a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Camille a blêmi. Vraiment, comme si pour la première fois, le passé, le présent et la réalité venaient de signer le même document. Élise a ajouté, sans hausser la voix, « Ce n'est plus chez toi, ça ne l'a jamais vraiment été. Maintenant, tu pars. » Camille m'a regardé, cherchant peut-être une fissure, une nostalgie, une faiblesse tardive. Elle n'a trouvé qu'un homme tranquille, dans son propre couloir. Alors elle a baissé les yeux, a murmuré un pardon trop petit, trop tard, et elle est repartie, talon discret, dos moins droit que la dernière fois. J'ai fermé la porte, doucement, encore une fois. Élise m'a lancé un regard en coin. Bon, au moins, elle aura enfin compris l'adresse. J'ai souri. Je l'ai attirée contre moi. Puis, je suis retourné éteindre la lumière de l'entrée. Parce qu'au fond, l'histoire n'avait jamais été celle d'une femme qui m'avait trompé, mais celle du jour où j'ai cessé de laisser quelqu'un décider de ma valeur. Et ça, franchement, ça valait bien plus que 4 800 € par mois. À bientôt!